Bienvenue dans Hyperpass, le podcast qui dévoile les stratégies de croissance des entrepreneurs les plus inspirants de la formation professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Schmagueux, qui est cofondateur de Maestro. Maestro, c'est un service admission externalisé à la performance pour les organismes de formation et les écoles, avec de super références clients comme Lingueo, The Artist Academy ou encore Lefebvre Dalloz Compétences. Avant de lancer cette société, Damien, il avait aussi cofondé OneLearn, un organisme de formation dans la conception assistée par ordinateur, qu'il a passé de 0 à 150K par mois en partant de 0. Salut Damien, comment ça va? Ouais, salut Thomas, bah écoute, franchement, j'aurais pas fait mieux comme présentation. Merci de m'accueillir ici. Ça me fait plaisir qu'on puisse discuter ensemble là, de manière tranquille pendant 1 heure. Je pense qu'il y aura pas mal de choses à partager là aux différents organismes de formation qui vont écouter. Ok, top. Est-ce que tu voulais rajouter quelques petits éléments sur la petite présentation que j'ai faite Oui, je vais compléter un peu, mais effectivement, donc ça fait 6 ans que je suis dans la formation, d'abord avec un organisme où j'ai pu faire beaucoup d'erreurs et découvrir aussi un peu toutes les galères que ça implique, que ce soit au niveau réglementaire, acquisition, recrutement, sourcing de formateurs, etc. Et à la suite de ce projet est né, on y reviendra je pense, mais du coup Maestro. Donc Maestro qui vise à accompagner justement les organismes de formation sur l'aspect vraiment commercial, traitement de lead, parce que j'ai identifié que c'était quand même quelque chose qui était souvent sous-estimé. Et nous-mêmes, on l'avait sous-estimé d'ailleurs dans notre organisme de formation. On aura l'occasion de revenir en détail. Je précise quand même sur le chiffre d'affaires, parce que merci de m'avoir bien vendu, mais on n'avait pas atteint les 150 000, on était plutôt aux alentours de 120 000 euros de chiffre d'affaires quand même. Je vais Ok, préciser, parce que les gens ont l'habitude de mentir sur Internet là-dessus. Pour le coup, c'est vrai que c'était plutôt aux alentours de 120 000 euros, pardon. ok, ok, trop bien. Du coup, Maestro Media, c'est né de une expérience que tu avais eue avec un organisme de formation et peut-être des Hmm. différents éléments que tu avais appris. Est-ce que tu peux nous représenter aujourd'hui ce que c'est Maestro Media Ouais. et comment est-ce que tu es arrivé à la genèse de cette société? Comment est-ce que cette idée elle est venue avec ton associé? Ouais, complètement, complètement. Bah, en fait, ça s'est fait un peu naturellement, quand en fait, sur la partie formation, moi, j'ai réalisé que là où je me plaisais pas trop, c'était l'aspect, Calliope administratif, hein, qui font partie du quotidien, sourcing des formateurs, mettre, les nouvelles certifications et cetera. Bref, tout ce qui a au gravite autour du produit. Et ce qui m'intéressait, c'est plutôt la partie marketing, acquisition, commerciale, quoi, commercialisation du service, hein, finalement, de la formation. Hem Et en fait, il y a eu un déclic, quand, je m'en rappelle, en fait, on avait fait une migration de CRM sur mon organisme de formation. Et en partant, du coup, j'avais regardé toutes les campagnes d'acquisition qu'on avait lancées. Tu vois, on était une boîte pas non plus ultra structurée, donc tout n'était pas traqué, mais j'avais regardé une campagne qu'on avait lancée et j'ai eu un déclic. En fait, c'est une campagne que j'avais fait à l'arrache. C'était une vidéo offerte qu'on donnait sur les réseaux sociaux. Et en fait, le seul truc qu'on avait changé comparé à toutes nos autres campagnes, c'est que pour une fois, on avait mis les prospects dans un canal Slack. Ils arrivaient dans un canal et les commerciaux, ils n'étaient pas attribués ces prospects, c'était aux commerciaux de le prendre le plus rapidement possible pour avoir le droit de récupérer le lead. Et en fait, j'avais jamais regardé les résultats de cette campagne jusqu'au moment où on fait la migration de CRM, parce que je pensais que c'était pourri, quoi. Et en fait, je regarde et en fait, je vois que c'était la campagne la plus rentable qu'on a jamais fait en partant. Du coup, ça a été un peu un déclic. Tu vois, je me dis, c'est fou, enfin, c'est marrant, c'est pas très travaillé, c'était juste une petite vidéo offerte sur une publicité Facebook. Enfin, tu vois, c'est pas un truc de fou. Et en fait, c'est juste ce côté, pas d'attribution de prospects. Les prospects sont appelés très très vite. Et très, très souvent parce que les commerciaux, ils veulent le garder pour eux. Et du coup, c'est là que j'ai compris en vrai vraiment que quand on disait, que le traitement commercial pouvait avoir un impact de fou au-delà de la génération de prospects. Et du coup, c'est de fil en aiguille, c'est devenu Maestro. Donc Maestro, concrètement, on aide les organismes de formation à rappeler leur lead plus vite, plus souvent et idéalement mieux pour les transformer en inscrits. Ok, ok, trop clair. Vous êtes notamment spécialiste d'une discipline qu'on appelle le setting. C'est ça. Je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est le setting. On entend souvent parler de closing aussi. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler du setting, ce que c'est Mmh. aujourd'hui et comment vous faites ça, vous? Ok, ouais, très, très bonne question, merci Thomas. Donc, ouais, le setting, en fait, c'est vraiment une étape très précise. C'est pas forcément adapté à toutes les structures, mais grosso modo, ça va être ce qui va se passer entre le moment où je génère un contact, un prospect, et le moment où il rentre dans un appel de vente vraiment détaillé, où on va présenter l'offre. Et présenter l'offre. Donc, c'est comment je fais en sorte que le maximum de mes contacts arrivent dans un appel avec un commercial qui est bien éduqué sur le produit ou le service, ou du coup la formation, qu'il arrive mieux éduqué et qu'il y en ait plus qui arrivent. Parce que souvent, pour générer beaucoup de prospects, hein, en marketing, formation, l'idéal, c'est peut-être de pas juste viser des gens qui viennent prendre un rendez-vous direct. C'est peut-être de les faire télécharger une ressource, juste télécharger une étude de cas, une vidéo offerte, quelque chose comme ça. Et du coup, là, le setter, hein, le setting, ça va être hyper pertinent parce qu'on va pouvoir appeler toutes les personnes qui ont téléchargé ces ressources, créer du lien avec eux, voir si du coup, il y a un vrai potentiel, un vrai intérêt. Et si, s'il y en a un, prendre un rendez-vous avec un commercial. Et en général, ça va avoir
très bon impact sur le taux de transformation global, contact, inscrit. Ok. Et plus précisément, pourquoi est-ce que c'est important de rappeler rapidement? C'est quoi Mm. l'impact, par exemple, si je rappelle en moins de 30 minutes ou en moins de 10 minutes, Mm. versus si, comme sûrement beaucoup de dirigeants d'organismes de formation le font, bah, je rappelle le lendemain ou quand j'ai du temps parce que Mm. peut-être je veux pas trop pressuriser les prospects ou j'avais Mm. pas pris le temps dans mon agenda. C'est quoi un petit peu l'impact? Ouais, bah, c'est pas en fait, le sujet, c'est que, c'est un peu des choses, on sait qu'on doit le faire, souvent on le constate quand on a l'occasion de rappeler rapidement, mais en fait, personne ne suit vraiment le délai de rappel. C'est très rare. J'ai rarement échangé avec un organisme de formation qui suit son délai de rappel. Donc on se dit: «Non, mais je pense que mes commerciaux, ils le rappellent rapidement» ou «Je pense que je les rappelle rapidement», mais en fait, quand ils regardent vraiment les chiffres, on se rend compte qu'il y a souvent un peu de déni et c'est normal. On est biaisé, hein, le cerveau humain est plein de biais. L'impact, bah, il y a des études qui montrent que ça peut augmenter le taux de transformation de 400%. C'est pas forcément nous ce qu'on voit en interne. Ce qu'on va voir, en tout cas, ce qui est sûr sur le taux de décroché, on est de l'ordre de x3, x4, sachant que c'est quand même très dur d'avoir les personnes au téléphone. Et le taux de transformation à un rendez-vous, en moyenne, x2. Donc, en fait, pour un 100 prospects, là, où peut-être quand vous appelez 30 minutes, 1 heure, un jour, 2 jours après, bon, vous allez être, je sais pas, admettons 20 rendez-vous. Avec un setting fait dans les 5 minutes, vous pouvez passer à 40, franchement, souvent. Ok. Ok, très clair. Si on parle un petit peu de la technique du setting, est-ce que tu as des conseils un petit peu sur des heures Hmm. spécifiques où il faut rappeler, ou alors en fait non, ça compte pas les heures, c'est le plus vite possible, Je- ou un peu un stack de début, est-ce que ça marche avec tous les numéros de téléphone, est-ce qu'il faut des lignes dédiées, ce Bien genre de sûr. choses? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, il y a plusieurs choses, je dirais, pour quelqu'un qui veut déjà améliorer son temps de rappel assez rapidement. Ça dépend si on a des équipes ou pas. Il y a des petits détails de système tout bêtes qui font la différence. Je dirais la première chose, si vous avez une équipe commerciale, c'est supprimer l'attribution des leads. Alors c'est un vrai changement de paradigme, hein, mais il y a un petit côté. Moi, des fois, je dis ça, bon, ça me voit un peu des sales choses, mais je dis, on n'est pas des communistes, quoi. On envoie les leads et puis c'est le plus rapide qui le prend. Et on n'est pas là juste pour dire équitablement, et tout le monde a le même nombre de leads, qui est un peu le piège dans lequel tombent beaucoup de dirigeants parce qu'on veut se faire bien voir par les équipes commerciales. Le problème, c'est que l'attribution des leads va du coup pas donner d'intérêt à rappeler vite. Le commercial, honnêtement, même si vous lui dites rappelle vite, dans les faits, s'il a son lead qui est attribué, ça lui changera pas grand chose s'il appelle le jour J et le soir même. Mais vu que lui, il est dans la production toute la journée à appeler, il se rend pas compte forcément de l'intérêt de rappeler vite. Moi, je dirais de mettre un canal dans votre, je sais pas, outil de communication. Vous mettez les leads qui arrivent et les commerciaux doivent, bah, entre guillemets, s'attribuer le lead en étant hyper actif en lançant le premier appel. Ça marche super bien. Si vous êtes vous gérez vous-même vos prospects, vous pouvez configurer, il y a des outils aujourd'hui, nous, sur GoHighLevel, le CRM GoHighLevel, pour ceux qui connaissent. Vous pouvez vous faire appeler automatiquement sur votre téléphone quand il y a un prospect qui arrive. Hyper pratique. Par exemple, moi, j'ai un prospect Maestro qui arrive, je reçois un appel avec écrit un contact qui est enregistré lead Maestro et je sais qu'il y a un lead qui vient d'arriver. Bon, bah super, j'ai juste à ouvrir mon CRM, je lance l'appel. En vrai de vrai, à part si je suis dans une visio, là, ça arrive maintenant, par exemple, globalement, je peux quasiment toujours rappeler les prospects dans les 5 minutes. Puis il y avait une sous-question, Thomas, qui était les horaires de rappel, les 5 minutes, quoi qu'il arrive. Ouais, est-ce que tu vois des horaires où il y a plus de joignabilité, ou est-ce que en fait cette notion d'horaire Mmh. elle est pas tout à fait pertinente parce que ce qui compte dans tous les cas c'est vraiment la rapidité à laquelle on appelle. Donc si le lead il tombe à 12h23, si je suis capable de rappeler avant 12h30, je veux pas Mmh. savoir que c'est plus efficace de 16 à Non, 18. ouais, ouais, non, non, ouais. Que le premier critère, c'est la rapidité. Vraiment, s'il y a un chiffre qu'il faut suivre en premier, c'est la rapidité. Évidemment, on conseille de plus trop appeler après 20h30 en B2C. B2B, vous pouvez même descendre à 20h. Donc, si un lead arrive jusqu'à 20h30, franchement, vaut mieux le rappeler dans les 5 minutes. Ok. Quoi qu'il arrive, même s'il est midi, 11h57, peu importe. Ensuite, si vous devez rappeler, parce qu'ils vont pas tous répondre ou que vous n'avez pas eu l'occasion, le plus tôt possible, en fait. J'ai envie de dire, on relance, idéalement, on fait les sessions, si c'est 1 heure après, c'est 1 heure après, puis après, bah, toujours le plus rapidement possible. Ok. Ça m'amène d'ailleurs à une autre erreur. C'est souvent les séquences de relance, si un prospect répond pas, on va se dire: «Ah bah, je vais faire une relance, 1 jour après, 8 jours après, puis un email, un SMS». Si vous pouvez faire aujourd'hui, d'un point de vue temps, que 2 ou 3 appels par prospect, admettons, vous avez le temps juste de faire 2-3 appels, bah, franchement, faites-les le jour où il arrive ou le lendemain. Les faites pas sur une semaine, vous allez juste baisser votre nombre de personnes que vous allez avoir au téléphone et donc mécaniquement votre nombre de rendez-vous et d'inscrits. Ouais. Et puis, je pense que ce qu'on voit aussi, c'est un prospect qui a téléchargé un contenu, par exemple, une brochure, une vidéo de valeur, Mmh. VSL ou autre chose. Bah, en fait, souvent, en 24 heures, il s'en est passé pas mal des choses pour lui. Mmh. Mmh, Et mmh, il y a des mmh, fois mmh, où mmh. il est vraiment en mode, enfin, qui vous êtes, quoi. Donc, en Bah, effet, si tu rappelles dans la journée, après un premier appel qui n'a pas abouti, tu as plus de chances d'avoir des conversations qui sont ouais, pertinentes ouais, de et qui qualité, ont ouais. du sens, ouais.
C'est hyper vrai ce que tu dis, c'est qu'en fait, je me demande si on tombe pas un peu tous dans ce biais, c'est qu'en fait, nous, toute la journée, on voit tu vois, on vit notre entreprise, on vit notre service, on vit notre formation. Et du coup, quand on appelle un prospect qui a cliqué sur une pub sur les réseaux sociaux, on s'étonne qu'il se rappelle pas de ce qu'on a fait. Bah non, mais lui, en fait, vous êtes qu'un petit formulaire qu'il a rempli en 2 minutes, potentiellement entre 50 000 autres choses qui l'intéressent, parce que bon, il s'intéresse peut-être à votre formation, puis il s'intéresse peut-être aussi, je sais pas, à un nouveau canapé, à des vacances au Brésil, et qu'en fait, bah, faut quand même se dire que lui, il y a toutes ces infos qui gravitent autour de lui, donc plus vous avez vite l'occasion de lui parler, plus vite il fera tilt avec ce que vous faites et l'intérêt qu'il a pour ça. Et donc, ouais, c'est. Ok, top. Une autre question que je te posais, c'était un petit peu sur le setup technique. On rentrera un peu plus tard dans Ouais, les carrément. outils, vous, que vous utilisez en interne. Mais est-ce qu'une ligne avec un numéro de téléphone pro, ça suffit? Est-ce que ça, c'est souvent blacklisté? Est-ce que Hmm. tu conseilles plutôt de prendre, je sais pas, du outil VoIP en ligne ou du on-off ou ce Ouais. genre de choses? Non, c'est un très bon point. Bah, ça va forcément dépendre des contraintes que vous avez, de la taille de l'équipe. Ouais. J'ai envie de dire, aujourd'hui, si je suis un dirigeant d'organisme de formation solo, qui gère tout solo, bah, franchement, juste votre téléphone, ça fera le boulot. Après, bon, faut très, très vite quand même mettre de la VoIP. Nous, on utilise Twilio. Ouais. Twilio, c'est très, très bien. Hem, vous pouvez utiliser aussi les on-off que tu dis. On-off, c'est très bien. Je recommande parce que ça va quand même permettre d'avoir un suivi dans un CRM. Et à un moment donné, la clé d'un setting réussi, c'est aussi un process, quoi. C'est juste savoir qui a été appelé, qui je dois rappeler et pas trop avoir à réfléchir. Si vous réfléchissez aux tâches que vous allez à faire, clairement, vous allez perdre trop de temps sur de la faible valeur ajoutée. Il faut juste avoir des listings qui se créent tout seuls, midi et soir. J'appelle tout le monde. Et voilà, dès que quelqu'un soit prend rendez-vous, il sort de ce listing, il répond, il n'est pas qualifié, il sort de ce listing, et les autres, ils vont automatiquement pour la prochaine séquence de relance. Sinon, si on doit tout trier à la main, on le fait pas. Du Ok. coup, Si on rentre un petit peu dans le corps de cet appel de setting, mmh. lorsque toi tu fais du setting ou que les collaborateurs chez vous ils font du setting, le but c'est de décrocher la conversation tout de suite ou de caler un meeting. Qu'est-ce que vous avez vu vous en termes d'efficacité? Genre j'essaye Alors, de choper les 10-15 minutes de qualification tout de mmh, suite ou je dis ouais on peut se parler demain avec le ouais. risque quand même que moi j'ai vécu et que tout le monde vit je pense, c'est que ça peut être un peu une manière de ruser que de te dire ouais on se parle demain alors que demain Ouais, complètement. je te C'est décrocherai une pas quoi. objection, ouais, c'est non, non, c'est un très bon point que tu soulèves parce qu'effectivement, moi, c'est un des premiers trucs qu'on va travailler avec les setters, hein, qu'on forme en interne, c'est gérer, «J'ai pas le temps, rappelez-moi plus tard», En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent quand vous allez l'appeler, il pense que vous êtes le commercial final et que ça va être un rendez-vous long, de 30 minutes. En fait, il faut aussi tout de suite, recadrer la chose. Souvent, ils vont dire: «Ah, rappelez-moi plus tard», c'est un peu un mécanisme de défense. «Ah, j'ai pas envie de dédier 30 minutes là à parler de mon projet de formation». C'est pas le moment. Je lui dis: «Non, non, mais en vrai, il y en a genre pour 2 minutes. Je vous explique déjà, le but, c'est juste de voir si ça vaut le coup qu'on ait une conversation plus longue». En vrai, déjà, on désamorce énormément de justement «rappelez-moi plus tard», comme ça, qui est un gros point d'ailleurs de déperdition, hein, de prospects, parce que les «rappelez-moi plus tard», honnêtement, il y en a quand même assez peu que vous récupérez, qui sont récupérés. Après, c'est de l'intelligence. Il y en a où vraiment, pour le coup, factuellement, ils sont pas du tout disponibles et du coup, forcer une conversation, ça peut ruiner la relation. Mais j'aurais tendance à dire que franchement, les 2 tiers du temps, vaut mieux forcer la conversation. En réalité, un prospect qui décroche à son téléphone a souvent minimum 3-4 minutes devant lui, ce qui suffit honnêtement pour qualifier, créer un petit lien et prendre un rendez-vous, souvent. Un appel de setting, ça dure 6 minutes, 7 minutes en moyenne, grand max. Ok. Ok, ok, très clair. Donc on essaye d'avoir la conversation tout de suite parce que souvent Ouais. le fait de dire on se rappelle plus tard, bon, il y a rien de calé et Mmh mh. même si on cale un rendez-vous pour plus tard, bah il y a une chance que ce rendez-vous il ait pas lieu alors que le Mmh. meilleur moment pour c'était c'est Ouais, peut-être le bien sûr. moment où on a la personne au téléphone pour la première fois quoi. Complètement. C'est exactement ça. Bah, même d'un point de vue chiffre, hein, nous on le voit, on a la data sur, en fait, nous quand nos setters, ils doivent rappeler quelqu'un, ils se calent un mini rendez-vous à eux-mêmes, quoi, comme s'ils se calaient un rendez-vous avec pas le closer, mais lui-même le setter. On Mm. voit le taux de réponse sur ce genre de rendez-vous, il est de l'ordre, enfin, c'est ridicule, c'est du 10 grand max et c'est dur d'avoir les personnes au téléphone en 2026 avec, bah, tout ce qui se passe aujourd'hui, les IA qui appellent, l'énergie et cetera. Ça fait que quand c'est quelqu'un qui décroche, franchement, vous avez déjà fait le plus dur. Faut pas le laisser partir parce que vous allez peut-être devoir, même au-delà du niveau efficience, rappeler 4-5 fois avant de le réavoir au téléphone. Mm. Au-delà de ça, vous perdez un temps fou. Donc ouais, forcer la conversation, il y a dans la majorité des cas, si on sait juste gérer un «j'ai pas le temps, rappelez-moi plus tard», dire qu'il y en a pour 2 minutes, vous pouvez, avoir une bonne conversation avec eux. Ok, ok, très clair. Et une objection type j'ai pas le temps, tu y réponds comment? Il y a plusieurs, manières. Donc au début, ça va être bah, il y en a vraiment juste pour 30 secondes, après on voit si ça vaut le coup de continuer la conversation plus longuement. En fait, des fois, c'est juste ça, il faut un peu un mécanisme de défense. Une fois que vous avez expliqué la démarche: «Ah, vous avez téléchargé telle ressource».
faut bien lui ramener la responsabilité en fait aussi. C'est bien dire vous avez fait un pas vers nous, vous Ouais. avez laissé vos impôts, vous. C'est hyper important de dire ça. Vous avez fait un pas vers nous. Et après, balancer une question ouverte sur son projet. Qu'est-ce qui fait que du coup vous avez laissé vos infos, que vous vous Hmm. intéressez à formation X, Y, Z. Donc en fait, on lui ramène sa responsabilité de lui rappeler que c'est lui qui a toqué à nous. Et du coup, quelque part, là, le temps, ça devient un peu plus illégitime de dire que j'ai pas le temps pour en parler. Ouais. On voit que ça marche bien. Ce qui est intéressant, en effet, c'est que dans le cadre du setting notamment, on ne parle pas de prospection à froid, ça c'est important de le rappeler. Oui. C'est un intérêt qui a été manifesté, donc c'est un téléchargement de ressources type, encore une fois, une petite vidéo, un contenu, une Mm, plaquette, et du coup, on est tout à fait légitime à appeler la personne. Et d'ailleurs, souvent, l'accueil qu'on a sur ces appels, et moi j'en fais beaucoup et pas mal en ce mm. moment aussi, c'est plutôt positif, tu vois, les gens ils te bâchent pas Ouais, parce grave. que t'es pas sur du cold calling complètement à froid, où là, Complètement. c'est quand même dur d'avoir des conversations de qualité. Donc ça, c'est Complètement, important. Ouais. complètement. Il faut juste bien lui rappeler très vite, d'ailleurs c'est une des clés aussi, lui rappeler le contexte très précis, quoi. Vous avez téléchargé telle brochure qui avait, ou telle ressource qui avait telle promesse à telle date sur telle plateforme. Là, il dit ok, ouais, c'est vrai que j'ai fait ça, tu vois. Mais le gars m'appelle, je peux pas non plus totalement partir. Hmm. Et en plus, très vite, des moyens très rapides aussi, un peu de rentrer dans la conversation. Je veux m'assurer que vous l'avez bien reçu déjà. 80, là, c'est con, mais ça montre un peu de réciprocité, d'empathie, et du coup, les gens, ils sont sympas avec vous. Et puis après, une fois qu'il y a ça, vous dites, je vais juste vous appeler 2 minutes, voir si ça vaut le coup qu'on aille plus loin. Dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui fait que vous êtes là. Et une fois que vous avez lancé ça, vous avez fait une des parties les plus dures même. Ok. Imaginons qu'on a moins de 10 minutes top chrono pour cet appel de setting qui a été Mm. répondu. C'est quoi un peu les grandes étapes que tu veux valider sur un Mm. appel de setting pour savoir si tu continues ou pas? Mm. J'imagine que Mm. ça dépend des contextes, mais prenons l'exemple d'un organisme de formation. Mm. Je suis un organisme de formation en gestion de projet. Le prospect, il a téléchargé un contenu sur ma méthode unique de gestion de projet. J'ai moins de 10 minutes. Qu'est-ce que je veux valider avec lui? Ouais, non, c'est un très bon point. Déjà, premier point, le besoin. Donc, moi, je recommande quand même de toujours commencer par une petite. Soit on revalide les points du formulaire rapidement s'il y avait des questions de qualification dans le formulaire, mais de commencer par une petite question ouverte qui est très facile. C'est qu'est-ce qui vous a poussé à laisser vos infos pour X, Y, Z? Ouais. Juste hyper ouvert. En fait, ce qui est bien, c'est que ça laisse aucun biais et de lui-même, il va vous verbaliser déjà pourquoi il est là. Et à partir de là, on peut déjà se faire une idée si c'est un prospect sérieux ou pas. Deux, évidemment, s'il y a des notions de financement, l'éligibilité, quoi. On va très vite vérifier est-ce que c'est quelqu'un qui travaille ou non, est-ce qu'il a suivi des formations récemment, euh, pour voir si déjà ça vaut le coup de pousser la conversation un peu plus loin. 3, s'il y a du distanciel ou non, vérifier qu'il n'est pas complètement fermé à l'idée de ce genre de choses. Et après, ça va être aussi sur l'aspect timing. On va essayer de vérifier quand même qu'il y a de l'urgence. Donc ça, on va verbaliser un peu, lui faire verbaliser quand est-ce qu'il veut changer sa situation, est-ce qu'il veut bouger maintenant. Ça va être ça souvent. Donc Ok. besoin, timing, financement. Ça, en fait, c'est assez Ok. connu, c'est le BANT dans le monde de la Ouais. vente, BANT. C'est besoin, autorité, budget et timing. Ok. Ouais, c'est un bon modèle, ça monte, on l'utilise chez Grosse Tribe et j'essaye aussi de Mm, l'utiliser. Bah, c'est sûr qu'en 10 minutes, si tu as ça, ça peut te permettre de te dire mm, est-ce que je passe à l'action ou pas. Donc, grosso modo, on va essayer de comprendre quel est son besoin, mm. est-ce qu'il est décisionnaire ou pas, Exactement. c'est quoi c'est quoi son timing et s'il a le budget ou pas, quoi. Exactement, exactement. Et en fait, aussi, c'est en créant une bonne découverte aussi qu'on arrive un peu à créer d'urgence. Le timing, c'est quelque chose qui est assez variable finalement. Si on verbalise l'impact de pas bouger, on arrive à lui faire comprendre que s'il avance pas maintenant, il va juste retarder éternellement. On peut créer de l'urgence. Le timing, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire évoluer. Ou même avoir des. Ce qui fait vraiment aussi la différence en setting, c'est d'avoir on pourrait appeler ça comme un downsell, mais c'est d'avoir juste aussi des éléments autres que le rendez-vous à donner. C'est-à-dire pour le prospect qui est moins mature. Factuellement, aller dans un rendez-vous de vente, le but, on ne veut pas envoyer au closer aussi un prospect qui est peut-être pas prêt à signer. Donc lui dire, sinon on a une vidéo beaucoup plus poussée de 30 minutes où on explique tout ce qu'on fait. En plus, vous allez en tirer plein de valeur et on le renvoie vers un contenu marketing comme ça et on le rappelle une semaine après pour que on le fasse passer de prospect. Je suis un peu loin dans mon parcours d'achat, mais bon, j'ai quand même cliqué pour laisser mes infos. Ah, ok, vas-y, je veux prendre un rendez-vous. C'est important aussi d'avoir ce genre de scénario, pas juste du rendez-vous, mais Ouais. aussi de la ressource, de l'éducation, si on sent que le prospect est encore trop immature. Donc par exemple, là, le besoin et le timing n'est pas encore mature. Ouais. Je l'envoie vers un contenu marketing plutôt que d'envoyer un rendez-vous, parce que sinon j'envoie un rendez-vous qui va jamais closer et je fais perdre du temps à un closer. Je prends un créneau dans un agenda qui pourrait être pris par un prospect plus sérieux, inefficient. Ok.
Ok, très clair. J'ai remarqué chez mes clients, et moi j'ai aussi parfois fait Mmh. cette erreur, que c'est assez souvent tentant quand on a la personne au téléphone, qu'on a fait la qualification et que cette qualification elle est validée. Donc Mmh mh. ce prospect est pertinent pour moi pour passer sur un second rendez-vous, d'essayer de le faire tout de suite. Ouais, Est-ce que tu ouais, peux nous parler un petit peu de ça, des résultats que vous avez vus là-dessus? ouais, ça c'est un Parce très bon point. que souvent, ce que j'ai pu voir de mon côté, c'est que tu te dis, OK, vas-y, c'est intéressant, ce prospect, il a bien les différents éléments pour que je puisse, lui présenter ma solution, c'est la Mmh personne mh, adaptée. mmh mh, mmh. Mais en réalité, faut avoir en tête que la personne, il y a 10 minutes, elle te connaissait pas. Tu vas la pitcher tout de suite, Mmh potentiellement, mh. et ouais, c'est pas forcément le bon moment pour elle. Ça va peut-être un Ouais. peu vite en besogne. Je sais pas si tu as des éléments là-dessus ou s'il y a des Bah, choses que vous avez ouais, remarquées? complètement. Bah, déjà, faut distinguer B2C et B2B, je pense là-dessus, c'est Ouais, important. B2C, j'aurais tendance à dire, go, 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 ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est que B2C, il y a énormément de personnes qui n'honorent pas les rendez-vous et qui, de toute façon, vont faire beaucoup de décisions à l'émotionnel et s'il vient de cliquer sur la pub, a priori, son émotion, elle est au pic le plus haut. Nous, on mettait en place avec des clients ce qu'on appelle des live transferts, c'est-à-dire que si on a un prospect qui est qualifié, typiquement, il a son compte CPF qui est créé, identité numérique prête, on essaie de le transférer directement en standard en ligne, il change même pas de ligne, vers un closer. Ça marche très, 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 très bien sur le B2C. B2B, de toute façon, c'est rare que, bon, ça peut arriver, hein, peut-être s'il y a un instinct avec un prospect, on sent que c'est un gars qui prend des décisions très rapides, ça arrive. C'est pas la norme en France. Effectivement, ça, c'est pas dérangeant de mettre 1 ou 2 jours pour pouvoir lui envoyer du contenu pour qu'il s'éduque avant le rendez-vous. ouais. Et là, ça fait une bonne passerelle vers ce que tu évoquais avant, qui est est-ce qu'il est prêt? Bah, effectivement, potentiellement non, s'il a pas assez d'infos. Si le prospect, il est très haut dans son parcours, bah, vaut mieux que tu prennes un rendez-vous 2 jours après, que tu lui envoies de la vidéo, de la Ouais. brochure, que du coup, pendant le setting, tu lui dis, par contre, faut que tu le regardes avant le rendez-vous, parce que sinon, on va perdre notre temps tous les deux. Et au moins, ça le qualifie par nature. S'il regarde la vidéo, c'est qu'il est qualifié, il sera beaucoup plus éduqué au rendez-vous. Ça, c'est ultra intéressant. C'est très important ce qui se passe après le rendez-vous de Grave, setting. C'est, grave. par exemple, si j'ai 24 ou 48 heures de délai, quels sont les différents éléments qui vont, advenir dans la vie du prospect, pour qu'il arrive avec un niveau de qualification, d'intérêt, de confiance qui est plus important, pour pouvoir Mm, passer à l'action. Parce que souvent, ce qu'on a tendance à dire, c'est un prospect qui a téléchargé une brochure ou une VSL, il mm, va peut-être être en termes d'échelle de 1 à 10, il va peut-être être à 4, 5, 6 sur 10. Pour pouvoir réussir à finaliser la vente, en fait, il faut qu'il soit à 7, 8, 9 sur 10, sinon c'est mm, impossible de lui vendre. ouais, complètement. Parce qu'il n'a pas le bon niveau de confiance, il n'a pas le bon niveau d'intérêt, il n'a pas le bon niveau de conscience et de connaissance des produits, peut-être de l'organisme Mm, de formation ou mm, de la structure. Et en fait, bah, tu peux être le meilleur closer du monde, s'il n'est pas assez chaud, qu'il n'a pas les différents éléments aussi dont on a parlé de budget, autorité, besoin, mm. timing, tu pourras jamais les vendre, quoi. Ouais, ou alors tu vas devoir faire des ventes un peu forcées qui peuvent te générer de toute façon des problèmes derrière, après, côté opération des livraisons du service, parce qu'à un moment donné aussi, le client, faut le gérer après. Et s'il a tu as dû forcer une vente, ça crée des problèmes derrière. Tu as envie que la vente, elle soit le plus doux possible. Et effectivement, ce que tu évoques sur le contenu, c'est hyper vrai. Ça, d'ailleurs, c'est très peu d'organismes de formation le font. Je recommande à tous, hein, vraiment, si vous avez un process où il y a génération de prospects, prise de rendez-vous, tout ce qui se passe entre la génération et la prise de rendez-vous, travaillez-le. Franchement, ça coûte pas grand-chose en plus. Souvent, c'est des automatisations avec un email, une ou deux vidéos un peu sympa, un témoignage. Ça a déjà un très bel impact sur les taux de présence, les taux de signature. Ouais. Ça se met en place, honnêtement, en moins d'une semaine. Tout à fait. Et en effet, l'enjeu, une fois que le premier rendez-vous est réalisé et que le prospect est qualifié, c'est bien qu'il se présente au deuxième. Donc Mm, ces ressources qui sont envoyées, ça va aussi permettre d'améliorer le taux mm. de présence sur le deuxième rendez-vous, quoi. Complètement, complètement. Et puis, faire gagner du temps aussi au commercial, parce que bon, des fois, si c'est vous qui closez, par exemple, vous êtes fondateur, de l'organisme de formation, vous avez encore, voilà, des personnes, vous avez du mal à recruter des bonnes personnes pour vendre à votre place, bah, vous voulez que leur temps, il soit hyper bien géré. Donc ils aient des appels avec des gens qui sont un peu plus éduqués sur ce que vous faites, qui se prennent moins de non honorés, de bananes et donc de fait, bien envoyer du contenu avant, ça peut que aider là-dessus, pour aussi optimiser le temps, de ceux qui vendent. OK. Donc ces contenus, par exemple, ça va être des contenus d'expertise, ça va être des références clients, des Mmh. témoignages, tout ce qui permet vraiment de faire monter en intérêt le Ouais, prospect, c'est ça? Toi, tu as vu des complètement. contenus qui marchaient bien spécifiquement? Super bien. Bah, après franchement, en fait, l'erreur là-dessus, c'est aussi qu'il y en a, ils sont trop perfectionnistes, ils vont vouloir attendre de faire une super vidéo avec un super montage, avec, de la production et du coup, ils le font jamais. Parce qu'en fait, c'est comme, si je me disais: «Je vais me mettre au sport» et du jour au lendemain, je vais aller 5 fois par semaine à la salle. Du coup, Mmh. je m'y mets jamais parce que c'est beaucoup trop loin. Moi, je leur recommande toujours de commencer par y aller 1 fois par semaine à la salle. Donc ce que je veux dire, c'est prenez un diapo, des slides pas trop travaillés, expliquez ce que vous faites, montrez des vidéos, voilà, vous partagez votre écran avec votre coin dans le webcam, montrez des vidéos de vos témoignages de vos clients, des résultats qu'ils ont. Une vidéo de 6-7 minutes déjà comme ça a déjà un impact énorme. Et ça prend. OK. Franchement, là, vous prenez là votre partage écran, vous mettez quelques résultats clients, votre petit récap de votre offre.
vous pouvez déjà la faire là juste après ce podcast, hein, honnêtement. Ouais, trop clair. Super. Qu'est-ce que tu recommandes à un organisme de formation qui voudrait se lancer dans le setting, genre la semaine prochaine? Il se dit, ah ouais, ça a l'air super intéressant, il faut vraiment qu'on se mobilise là-dessus. Pour se lancer, c'est quoi les principaux conseils que tu as? Bah déjà, faut mapper tous les contacts qui pourraient valoir le coup d'être setés. Comme où est-ce que ça vaut le coup qu'il y ait un setter qui intervienne, qu'il n'y ait pas des doublons, que ça atterrisse au bon endroit. Euh, Deuxième, faire quand même attention au recrutement, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. À un moment donné, ça reste un travail qui est pas facile. On appelle toute la journée. Ok, c'est pas la prospection à froid, mais vraiment faire attention à ce que vous recrutez. Et trois, avoir les outils au moins de notification d'arrivée d'un prospect. C'est vraiment la priorité. Il faut qu'on sache quelque part sur un canal de votre outil de communication, un appel automatique, comme je vous le disais précédemment. Vraiment avoir quelque chose qui permet d'avoir la réactivité de manière facile. Ok. Ok, super clair. Si on passe un peu plus globalement sur le process commercial, toi, tu as l'habitude de collaborer avec des organismes de formation qui sont assez avancés et qui, du coup, ont résolu certaines contraintes que d'autres pouvaient avoir et qui ont de bons résultats. C'est quoi un petit peu les process commerciaux que tu Hmm. vois que le top 1%, on va dire, donc les meilleurs, ont mis en place pour performer sur la partie commerciale? Voilà, ça va être hyper intéressant. Bon, là, il va y avoir beaucoup d'éléments. J'espère que je vais pas vous perdre. J'avais préparé quelques petites notes sur ces sujets-là, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Il faut distinguer process déjà, un, de recrutement, deux, de opération commerciale, et je dirais trois, de discours de vente. Vraiment, ça va être un Ok. peu ces trois choses-là que je vais essayer de vous expliquer. Si on va rentrer pour rester un peu dans la continuité de ce qu'on a pu voir avant, qui serait d'abord les opérations commerciales. Un, bah, évidemment, le rappel le plus rapide possible. Ça, c'est vraiment ce que je vois dans le top 1%. Ceux qui le font ou quand on leur met en place, ça fait tout de suite la différence. Deux, quand on est débordé, ce qui arrive, hein, les prospects, ça arrive pas du jour au lendemain. Quand on est débordé, c'est la règle du dernier arrivé, premier traité, toujours. On remonte si vous avez une pile de voilà de sorte de queue de tâches à traiter, on prend toujours le dernier prospect arrivé puis on remonte. Comme ça, c'est le prospect qui sera le plus facile à transformer, le plus facile à avoir au téléphone. Et l'erreur que je vois souvent, c'est on reprend chronologiquement quoi. Je reprends le prospect d'il y a 3 semaines et puis j'essaie de remonter dans le temps, mais du coup je continue de me faire déborder et en plus c'est beaucoup plus dur, inefficient. Autre pratique que j'ai vue, bah, rappeler un peu, le soir. Il y a beaucoup de personnes en B2C, en tout cas, qui rappellent pas le soir et ça répond énormément à partir de 17h30, hein. Les gens, avant 17h30, ils sont au boulot, ils répondent pas. Donc, pour faire vos sessions de rappel, vous passez à côté de beaucoup, beaucoup de conversations si vous appelez pas le soir entre 17h30 et 19h30, 20h. Ça, c'est dommage, c'est que c'est pas facile. Il faut trouver les équipes qui sont OK pour, mais c'est honnêtement très gros impact aussi sur la transformation. Deuxième, ça va être plus la partie du coup onboarding formation, déjà standardisée, avoir une méthode de vente. Pour beaucoup, il n'y a pas de méthode, hein. Déjà, on n'a juste pas fixé. C'est concrètement, c'est quoi l'objectif d'un appel de setting ou même d'ailleurs de vente, hein. Qu'est-ce que je dois identifier comme info? Qu'est-ce que je dois lui dire? Quels sont mes arguments forts? Bah, juste poser ça sur un papier déjà et pouvoir le transmettre à toute l'équipe et s'assurer que tout le monde est raccord sur le pourquoi du comment. Avoir aussi un playbook sur les objections les plus fréquentes de son marché. Je dis une bêtise, dans votre organisme de formation, c'est bah, je sais pas si tel outil est adapté dans ma situation. Bah, faut que j'ai les bonnes réponses. Des fois, les commerciaux, on serait étonnés, hein, mais ils sont pas forcément armés pour des questions qui reviennent tous les jours. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vraiment, si j'en faisais une formation en IA, est-ce que je serais capable d'utiliser l'IA? Oui, ça peut être une objection qui reviendrait. Bah, dans ce cas, il faudrait que je écrive noir sur blanc des éléments pour aider mes commerciaux à répondre ça, ou mes setters. Donc ça, uniformisation. Nous, on utilise un outil qui s'appelle Whimsical pour faire ça. C'est super bien. Ça permet de faire des petits mind maps pour former les personnes. Et ça m'amène au point suivant. Quand vous voulez former des personnes, des commerciaux, bah, enregistrez vos appels et sélectionnez vos 10 meilleurs appels. Une fois que vous avez une bibliothèque de 10 super bons appels, n'importe quelle personne qui arrive chez vous, faites-les écouter. C'est 10 super bons appels. En fait, à un moment donné, la mimique, ça marche super bien. Et en fait, dès que vous avez des commerciaux qui surperforment et qui ont des ventes, beaucoup de ventes, enregistrez tous les appels qui génèrent des ventes. Identifiez les points communs et faites tourner ça autour des équipes. Vraiment une culture de réécouter les appels qui ont bien marché, qui ont généré les ventes, que ce soit côté setting ou closing. Ça marche super bien pour faire en sorte que les équipes elles soient meilleures. Ok. Ok, super clair. Juste sur les solutions technologiques, techniques pour enregistrer les appels, vous le faites peut-être avec Twilio. Complètement. Ok. Twilio. Après, on utilise un outil qui s'appelle Eager AI. C'est super bien pour ceux qui ne connaissent pas. C'est assez récent, mais en gros, c'est un coach commercial en IA. Ok. Concrètement, ça va analyser le transcript d'un appel et à partir justement des méthodologies commerciales qu'on a définies, dire bah sur ça, tu as bien maîtrisé, c'est bien, continue ça, faudrait que tu fasses comme ça, telle question, tu pourrais mieux la tourner, tu as oublié de vérifier ça et du coup, en automatique,
grâce à l'IA. Et ça se permet Ok. aussi aux commerciaux un peu de s'auto-éduquer à la qualité du discours. Parce que c'est aussi Iger, c'est EAGR.io, c'est ça? ouais, c'est ça, Ok. EAGR.io. On l'utilise beaucoup, c'est hyper intéressant. Tu peux aussi faire des simulations avec des IA qui sont basées sur tes personas, tes objections. Franchement, c'est assez bien fait. Trop bien. Parce qu'on en a vu des simulations IA où c'est pas fou, là, pour le coup, c'est vraiment bien fait. Pour le commercial, ça permet vraiment de se mettre en chauffe même, Mhm. et pour la formation, tout simplement. C'est éviter qu'ils Ok. crament de vos prospects, donc au moins s'il peut travailler sur de l'IA avant de rentrer sur vos vrais prospects, c'est quand même pratique. Bon, c'est pas Ok. donné non plus d'acheter des prospects. Enfin, Tu as général. parlé de la partie process, la partie documentation, avec les playbooks commerciaux, donc ça peut être des scripts, des Hmm. exemples de meilleures pratiques, d'avoir des enregistrements Ouais, d'appel, d'appels, l'entraînement avec Iger.io par exemple. Est-ce que tu complètement. vois d'autres éléments qui vont distinguer vraiment des organismes qui top performent versus ceux qui ont plus de mal? C'est une très bonne, c'est une très bonne question, Thomas. En plus, c'est vrai que j'étais en train de me dire que j'oubliais beaucoup de choses. J'espère qu'il n'y a pas trop d'éléments et que je perds pas l'audience là-dessus. Mais un des points aussi sur les commerciaux, ça va être aussi, avant même de les envoyer sur la formation du script, la formation du produit, etc., il faut vraiment vendre aussi les valeurs et les résultats de vos clients. Vous devez créer une Mhm. conviction chez votre commercial, ou votre setter, votre closer, peu importe. Moi, la priorité dans ma formation, ma priorité numéro un, c'est de vendre la vision de la boîte, où est-ce qu'on va, les résultats de nos clients. Je vais vraiment leur montrer les témoignages de nos clients. Regardez, ce que vous faites, c'est utile. Je vais montrer, voilà, toute l'équipe, tout vers où on va, ce qu'on a accompli les derniers mois et là où on va. Il faut que la personne qui est là, elle se dise, waouh, j'ai envie de me donner pour que ça marche. Qu'il y ait une conviction aussi dans le produit. Ça, je dirais, c'est quelque chose qui est pas souvent fait et pourtant c'est hyper important. Ouais. Ça facilitera tout après. Et deux, bah, du coup, on a parlé de réécouter les appels des top performers. Deux, bah, tout simplement ce qu'on appelle du shadow, en fait, hein, c'est rester derrière quelqu'un qui passe des appels. En général, 2-3 jours. Nous, ce qu'on fait, c'est que pendant 2-3 jours, il regarde les top performers, il est derrière eux pendant un visio, ou si c'est en physique idéalement. Il regarde les bonnes pratiques, il pose des questions, et après, on fait dans l'autre sens. Pendant 2-3 jours, lui, il fait le boulot, et il y a un top performer qui est derrière lui, et qui le corrige en direct, pour s'assurer qu'il ne prenne pas les mauvaises habitudes. Euh, Ok. ça marche super bien. Ok, ok, très clair. Donc c'est vraiment cette capacité que vont avoir des débutants à aller par mimétisme reprendre les meilleures pratiques de plus Exactement. avancés. Et l'inverse, les plus avancés vont coacher les plus débutants Ouais, pour c'est pouvoir ça. avoir des retours de meilleures pratiques, c'est ça? Ouais, c'est ça, pour éviter que des mauvaises habitudes s'installent. Puis en fait, c'est aussi plus efficient pour vous, hein. Si vous avez pas le temps, vous avez demain une équipe commerciale un peu plus conséquente, ça devient compliqué de passer du temps avec chacun d'entre eux. Donc c'est bien que vos meilleurs performeurs, diffusent leurs bonnes pratiques, pendant que les autres regardent, et vice versa quand les autres, vont commencer à mettre les mains dans le cambouis, eux, ils se mettent derrière, ils les corrigent. C'est ce qui nous a permis, nous, de monter des commerciaux en compétences le plus rapidement possible et le plus efficacement, que, tout ce qui pouvait être, prendre des appels ou faire de la théorie. En vrai, la théorie, on en a beaucoup fait, c'est une erreur. Je pense que c'était une erreur. Faut vite qu'ils mettent des appels et vite qu'ils aient de la pratique. En combien de semaines ou jours ça doit être opérationnel chez toi, par exemple, un 7 heures? Ou ça Un, peut être opérationnel? un setter, 2 semaines, je dirais, opérationnel, et vraiment au top KPI plutôt 6 semaines, je pense. En vrai, Ok, vraiment pour commencer vraiment à y monter en puissance, parce que la confiance se gagne dans le temps. Je pense sur un closer, c'est au final à peu près du même ordre. Deux ok, semaines, il est opérationnel, il est dans les standards, il fait bien le boulot, et 6 semaines, il peut vraiment être en top performance, il est chaud, il a confiance en lui. ok. Ok, très clair. On a parlé. T'avais des éléments à rajouter sur ce sujet bonne pratique? Non, 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 bah après, je rajouterais plus juste avoir une culture de progression dans votre équipe commerciale. Il y a beaucoup de réunions commerciales avec les équipes qui sont juste basées sur de la revue de pipeline, quoi. On regarde le pipeline, il y a quoi comme deal en cours, il y a combien à faire, hop, Hmm. basta, au revoir. Intégrer de la réécoute d'appels groupés. Responsabiliser un peu les commerciaux sur la qualité de l'appel. Souvent, on vient jamais mettre le nez là-dedans, on a un peu la flemme. Bon, de temps en temps, en groupe, on réécoute un appel ensemble. Aucun commercial n'a envie de se taper la honte et de voir qu'il a fait un mauvais appel devant tout le monde. Donc, le fait de savoir que ça peut être écouté en session groupée, ça va les pousser à être un peu plus dans le suivi qualitatif de vos appels et de mieux respecter vos leads. Ok, Intégrer cette culture aussi de remise en question en fait de nos appels. Parce qu'il y a beaucoup de commerciaux en fait qui se remettent jamais en question sur leurs appels, alors qu'en vrai, il n'y a aucun appel qui est parfait, littéralement. c'est sûr. C'est sûr. On a parlé des meilleures pratiques. Est-ce que tu peux me parler aussi des erreurs courantes que tu vois Mm. sur la partie commerciale globalement? Si tu avais peut-être genre 3 erreurs, si tu en as trois évidemment, peut-être qu'il y en a plus, il y en a moins, mais Ouais. un petit peu les erreurs que tu vois globalement récurrentes chez peut-être d'ailleurs des organismes de formation avec qui tu t'apprêtes à collaborer, Ouais, voir un peu, complètement. ok, ils vont vous dire des choses qui sont tout le temps les mêmes et vous voyez ces éléments-là Mm. revenir.
Erreur, de confier un peu à des équipes multitâches. Ah bah vas-y, je vais donner le setting à ma responsable administrative qui fait ma compta, quoi. Enfin, moi, c'est un grand Hmm. classique. Un alternant que je dois reformer tous les ans, parce que l'alternant, tous les ans, il part ailleurs. Je dois le reformer tous les ans. Donc en fait, pendant 3 mois, il crame mes leads. Et ensuite, il commence à être performant. Il est pas là 2 jours par semaine. Donc il y a 2 jours par semaine, mes leads ne sont pas du tout rappelés. Enfin, ça, c'est une erreur très classique. Confier ça un peu comme si c'était une tâche de basse besogne. Alors que des fois, franchement, vous payez quelqu'un 2 fois plus cher, mais si derrière il vous rapporte plus, je sais pas, 50% sur votre taux de transformation globale d'inscrits, bah, ça vaut le coup tous les jours de payer bien quelqu'un pour traiter ces leads-là. Genre, c'est pas sous-estimer l'erreur, c'est vraiment de sous-estimer, je pense, la plus-value que peut avoir un bon setting, un bon closing sur votre chiffre d'affaires. Il y a Ouais. vraiment cette idée qu'il faut toujours aller chercher plus de prospects, lancer un nouveau canal, lancer une nouvelle campagne, lancer une nouvelle offre, alors que des fois, franchement, il y a déjà des mines d'or là-dessus. Ça, ce Ça, serait le. c'est un truc ultra important. Peut-être rappeler un petit peu le contexte, c'est que d'année en année, ça coûte de plus en plus cher de Mm, générer des prospects. complètement. Ces prospects, ils sont de plus en plus sceptiques, donc le fait d'avoir des premiers points de contact avec eux, où on va leur démontrer aussi notre expertise, parce qu'avec les questions que tu poses dans le setting, tu montres aussi ton expertise et ta connaissance Complètement. d'un métier, d'un marché. Ça, c'est ultra important. Et souvent, en fait, avec le pipeline que tu as, tu peux déjà quasiment faire x2 sur ton activité, en fait, juste Franchement, en ayant plus d'efficience commerciale et en allant rappeler plus rapidement ouais, les complètement. prospects, quoi. En fait, exactement. Et puis en fait, le truc, c'est que là où c'est un peu dur, et là tu soulèves un point, c'est que ces personnes aiment se dire que ça peut venir. Par exemple, si c'est moi qui passe les appels pour mon pipeline, c'est souvent le cas. Je pense que la plupart des fondateurs d'organismes de formation, ils sont probablement passés par une étape où ils ont dû passer les appels eux-mêmes. Bah, c'est plus dur de se remettre en question soi que de remettre en question bah, voilà, la qualité de la plateforme sur laquelle je génère des prospects ou le canal marketing. Donc ça va être toujours plus facile de se dire non, mais c'est parce que ce canal ça marche pas, je vais utiliser un autre canal, je vais utiliser un autre canal. Et c'est vrai que bah la réalité souvent elle est un peu plus dure. C'est bah, bon en vrai peut-être que ouais, je suis pas assez réactif, je rappelle pas assez les gars, je suis peut-être pas Mm. assez carnassier entre guillemets avec eux. Mais si vous enlevez votre ego et que vous rentrez là-dedans, franchement il y a des choses très faciles à mettre en place qui peuvent vraiment augmenter le chiffre d'affaires. Ouais. Et ça me fait une transition Euh, juste vers une autre erreur. Excuse-moi, Vas-y, Thomas, je t'en avant prie. qu'on passe à autre chose. C'est on a parlé de pardon de vouloir toujours vouloir générer des prospects, sous-estimer tout ça, et j'aurais tendance à dire, enfin de mettre à des personnes multitâches. C'est aussi la base de données, exploiter sa base de données. Franchement, c'est quelque chose que personne ne fait et je trouve ça dommage. Vous avez aujourd'hui peut-être dans votre base de données des centaines de leads qui dorment dans le CRM, qui ont peut-être déjà entendu parler de vous, qui vous connaissent déjà, c'était juste pas le bon moment, au moment où vous aviez essayé de leur vendre la première fois. Franchement, des fois, juste relancer tout ça avec une campagne SMS et puis ceux qui répondent aux SMS, vous les appelez. C'est un moyen Mm. très facile de faire du chiffre d'affaires demain qui vous coûte pas grand-chose. Et Très ça, c'est vrai clair. que Ça, c'est ce qu'on appelle des campagnes de réactivation, c'est ça, ce à quoi tu réactivation. fais référence? Ouais. Exactement, exactement. C'est reprendre ma base de données, me dire, bah, en fait, ces personnes-là, c'était pas le bon timing la première fois qu'elles sont arrivées. Là, ça fait peut-être 3, 4, 6 mois et en fait, elles sont maintenant à maturation et elles ont juste Mm. besoin d'une petite piqûre de rappel. Et ça, pareil, c'est sous-estimé. Je pense que c'est une erreur très fréquente. Très clair. Moi, il y a une autre erreur que j'ai vue, et franchement, je suis coupable sur cette erreur, et je l'ai pas mal faite, c'est de faire un peu du cherry picking sur les leads. C'est-à-dire regarder les leads et Oui, se dire celui-là, je le prends, mais il a l'air intéressant. Alors euh, qu'en fait, tu sais jamais. Déjà, il y a des leads qui sont c'est vrai, inidentifiables parce qu'ils ont des emails perso ou c'est pas des emails complètement. pro ou autre, et où tu vas te dire, où tu fais une petite recherche et tu dis ah ouais non, ce lead c'est sûr ça va pas transformer. En fait, et d'ailleurs moi je fais en sorte de pas regarder les leads maintenant. Genre juste je Hmm, vois le numéro de téléphone et je rappelle, parce que évidemment on a des bonnes surprises et on n'est pas capable de prédire à l'avance, en tout cas à 100%, qu'un lead va être qualifié ouais, complètement. ou qu'il va être possible de lui vendre quelque chose ou pas, parce qu'il est possible que en fait il ait beaucoup d'épargne ou que en fait il a Ouais, un nouveau projet par rapport à ce que tu vois en ligne, et du coup ça c'est aussi une erreur classique. Et ouais, très bon point. Ouais, parce que ouais, en fait, c'est là où il y a une erreur, où souvent classé, on va se dire, bah, je vais mettre une question de qualification sur la taille de l'entreprise ou sur la capacité de financement du prospect. Et on se dit, ah bah, c'est la façon facile, quoi. Vous gagnez combien par mois? Et limite, je prends que ceux qui gagnent 10 000 euros par mois. Et on a mm, l'impression que c'est un peu le quick win facile pour avoir que les prospects qualifiés. Mais en fait, c'est vrai que tu l'as dit, des gens qui ont de l'épargne, des gars qui lancent un projet, qui ont des investisseurs dans des boîtes. Et en fait, c'est vrai que des fois, on l'a vu quand on a appelé des gens qui avaient l'air sur le papier pas qualifiés. Il y en a qui se baladent, qui sont bien. Donc, contrainte temps, opération. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut pas trop mettre de biais, pas trop filtrer, voire 2 minutes d'appel avec tout le monde peut te permettre de savoir si ça vaut le coup. mm, très clair. On a parlé un petit peu de bonnes pratiques, on a parlé d'erreurs. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des résultats que tu as pu obtenir avec des clients, que ce soit des organismes de formation et aussi des écoles avec qui vous collaborez, et aussi un petit peu au-delà des résultats, peut-être les bénéfices de collaborer avec une boîte comme Maestro.
plutôt que de le faire en interne ou d'essayer de l'externaliser avec des free ou freelance ou autre. Ouais, complètement, complètement. Bah, un des bénéfices qu'on va avoir, c'est vu que ton travail à la performance, forcément, on a les intérêts qui sont alignés. Donc la partenariat, c'est du win-win. Le client gagne, on gagne. En résultat notable, on a un organisme de formation dans le bien-être, Mélodie d'Essence. Donc, ils achetaient à des fournisseurs de leads connus, que je ne citerai pas, mais qui ont parfois mauvaise réputation. Et on a intégré ce process-là, rappel dans les 5 minutes, double appel pendant plusieurs jours qui suivent le prospect. On était de l'ordre de x3 sur le taux de transformation de leads inscrits sur ce fournisseur de leads. Donc pour eux, ça a littéralement changé la trajectoire de leur organisme de formation. Ça n'a pas toujours cet impact-là, mais quand on part de loin, ça peut avoir ce genre d'impact. Espro Club, organisme de formation sur le logiciel SAP, plus 100% de chiffre d'affaires en 6 mois. Après des écoles comme Subtertiaire qui étaient hyper en retard dans leurs objectifs de recrutement d'étudiants, moins 67%, on est passé à plus 40% VS l'année d'après, après 3 mois de collaboration. Tous les résultats ne sont pas, évidemment pas aussi incroyables, ça c'est ceux qu'on aime bien mettre en valeur parce que forcément c'est la vitrine. Mais en moyenne, on voit quand même du plus 30-40% de transformation chez les écoles et organismes qu'on accompagne quand c'est un bon fit entre ce qu'on fait et ce qu'ils ont. Ce que tu appelles une transformation, c'est en vente ou c'est en rendez-vous closing? Alors ouais, non, non, là, les 30%, c'est même en vente globale à la fin. C'est-à-dire que nous, Ok, on va leur ramener beaucoup plus de rendez-vous et à la fin, in fine, ils vont avoir ouais, 30-40%, exactement. Sur le ok, rendez-vous, même prix, nous, qu'on va prendre, ça va être souvent même plus. ok, Mais bon, en fait, souvent, vont faire entrer plus de rendez-vous, qui parfois signent un peu moins, parce que forcément, faire entrer un peu plus de gens dans le pipeline. ok. Et c'est quoi un peu genre votre secret sauce dans la mesure où je pourrais essayer de me dire, soit je le fais moi-même, soit je le fais avec des Mm. freelances. Qu'est-ce qui fait que des boîtes se tournent vers vous Ouais, euh, pour aller se développer? non, non, c'est un bon point, c'est un très bon point. Ça va passer par 2 choses. Un, ça va être forcément la donnée. En fait, aujourd'hui, nous, on enregistre tous les appels chez plein d'organismes de formation, écoles, et ça nous permet d'engendrer un nombre de on a 25 000 conversations par mois avec des prospects dans l'éducation. Bah, tout ça, on le fait tourner dans des moulinettes et on fait plein d'A/B tests sur le discours. Donc ça nous permet aujourd'hui quand même d'avoir des méthodes de vente qui sont quand même très poussées. Vu qu'on a la performance, c'est dans notre intérêt de les pousser. C'est le premier point, c'est de donner cet accès à un savoir-faire métier global sur l'éducation. Et deux, bah, la qualité des profils en fait. Nous, vu qu'on peut permettre à nos profils de changer entre les missions, de leur offrir des conditions d'horaire que toutes les boîtes ne peuvent pas se permettre d'avoir, bah, aujourd'hui on attire des profils que beaucoup de boîtes malheureusement ne peuvent pas attirer et qui eux bah, sont des chasseurs qui sont pas faciles à sourcer et à garder, hein. Pour ceux qui ont déjà recruté des téléprospecteurs, des SDR, setters, c'est pas facile de recruter et de garder des bons profils. Ouais, tout à fait. Surtout que ces profils-là, ça peut un peu être parfois des mercenaires, quoi, qui vont chercher les meilleures opportunités. Et toi, Exactement. peut-être que tu vas les conserver avec les opportunités que tu peux leur amener, la culture, Mmh. l'apprentissage qu'ils peuvent avoir, la Exactement. rémunération qui est attractive. J'imagine il y a des Complètement. intérêts qui font qu'ils restent chez toi plutôt que dans des La plus petites boîtes formation, ou... Ouais, exactement, et puis le fait de pouvoir changer de mission, parce que vu que c'est répétitif, bah, voilà, tous les 6 mois, 9 mois, je peux changer un peu d'organisme, je vends une autre formation, bon, ça me fait changer un peu mon quotidien. Et aussi, bah, le fait que, par exemple, pour avoir ce rappel dans les 5 minutes de 8h30 à 20h30, bah, avec une seule personne en fait, il y a aussi pour beaucoup d'organismes de formation, c'est des entre-deux un peu bâtards. Je vais pas prendre 2 personnes, ça fait trop. Un, c'est pas assez, ils couvrent pas tout. Bah, nous, ce qui est bien, c'est que bon, on peut avoir 2 personnes qui bossent sur 3-4 organismes en même temps, ce qui permet que tous les leads sont traités nickel et que, bah, en fait, lui-même, s'il avait en interne, il pourrait pas avoir genre une personne, virgule 5. Enfin, c'est un peu galère d'avoir ce genre de logique. C'est aussi ça l'intérêt ok, d'externalisation pour eux. ok. Aujourd'hui, vous accompagnez de nombreuses écoles et organismes de formation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont vous êtes structuré chez Maestro pour pouvoir accompagner cette croissance? Mmh. Quels sont les profils que tu as recrutés et comment vous êtes structuré? Bah, nous, on a aussi des fonctions support, hein. On a les gros enjeux sur, commencer à faire monter des personnes en une sorte de chef d'équipe, hein. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 25 commerciaux. Donc, en fait, bah, faut commencer à avoir, des process et des bonnes habitudes et des bonnes pratiques qui se diffusent partout. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous, c'est d'avoir des managers, des animateurs, quoi, qui vont gérer une Hmm. équipe de 4-5 personnes. 2, bah, toute la partie opérationnelle, hein, avoir des personnes qui juste regardent la data du au jour le jour et s'assurent que, bah, quand il y a autant d'appels qui sont passés sur autant de comptes différents, ça va dans tous les sens. Il faut qu'il y ait des gens qui juste checkent tout, vérifient tout, les bugs, les problèmes de calendrier, les rendez-vous décalés. Il y a 1 milliard de choses qui se passent. On a besoin de gens, personne honneur. Et après, c'est la partie recrutement, hein. Donc nous, on est vraiment sur le pôle recrutement, on met énormément d'énergie parce que, bah, nous, on le voit, hein, si on a les meilleurs, talents, on sait que derrière nous, les boîtes qui bossent avec nous, elles partiront jamais parce que c'est ce qui fait finalement à la fin qu'on est assez irremplaçable. Ok.
Qu'est-ce qui fait un bon recrutement d'après toi? C'est quoi un bon talent? C'est peut-être Un une bon talent. question tricky, mais C'est tricky, demain, hein, la question que tu me poses là. Toi, t'as un ouais. avis là-dessus déjà? Parce que ouais, je parle beaucoup, mais sur un bon recrutement, t'as eu des expériences ou des choses que t'as vues? Moi, je dirais que c'est la capacité à vouloir progresser et à monter en compétence. C'est quand même Hmm. un truc qui est ultra important versus des profils qui seraient plus expérimentés, qui penseraient tout savoir. En tout cas, la capacité à se remettre en question et à vouloir progresser. Ça, c'est déjà en termes de traits de personnalité, de caractère, c'est intéressant. Et moi, j'ai repris un élément que j'avais appris de l'ancien directeur commercial de Grosse Tribe, l'organisme de formation que je dirigeais au Mhm. siège, qui était un Néerlandais, qui était un ancien des forces spéciales néerlandaises, et Oula, qui, my lui, God. quand il recrutait, il disait qu'il cherchait des preuves que ces gens-là étaient des top performers, mais dans n'importe quel domaine. Ça pouvait être dans le Ok. domaine perso, tu vois qu'ils avaient déjà mené un projet à Hmm. bien et duquel ils étaient fiers. Donc ça peut être, j'en sais rien, même quelqu'un qui aurait sur un jeu vidéo qui serait Ouais, super bon, qui aurait mené un projet caritatif, tu vois, ouais. montrer que ces personnes-là, elles sont allées au bout de projets. Et ça, je trouve ça aussi assez intéressant. Et après, je pense que c'est aussi une question de fit avec l'équipe, évidemment, Ouais. globalement. Mais il y a des spécificités, j'imagine, pour des profils commerciaux. Tu m'as très bien retourné la question, bien joué. Maintenant, c'est à Ça, c'est une toi. méthode de commercial. Ça, c'est une méthode de commercial. Bien Non, joué. mais par contre, c'est hyper intéressant ce qu'a dit ton directeur commercial à l'époque néerlandais. Une preuve de succès. Effectivement, bah, moi, nous, on le voit quand même. C'est vrai que maintenant que tu dis ça, ça me fait un peu tilt, mais on l'a déjà un peu verbalisé avec mon associé. Mais les meilleurs commerciaux, ils ont souvent quand même, c'est des gros compétiteurs, en tout cas sportifs. Ok. On a une de nos commerciales, elle fait du rallye. Elle fait des courses de rallye le dimanche. Tu vois, ça s'invente Mhm. pas, tu vois. Enfin, je veux dire, tu vois, t'as pas tous les jours un profil qui fait du rallye. Et c'est notre top performeuse. Et ça m'étonne pas. Le dimanche, elle est là, à essayer d'être la première sur une bagnole. Bah, c'est pas étonnant que quand faut passer des calls toute la journée, essayer d'être le premier aussi au sein d'une équipe commerciale, bah, elles sont un peu pareilles. Et j'avais vu aussi des gens qui font du marathon, des sports de combat, des choses comme ça, qui sont assez dans la performance. Je pense que c'est valable à tous les postes, hein, pas que commerciaux. C'est un très bon indicateur, comme tu l'as dit, au sport, projet associatif, projet hors pro, aligné. Et effectivement, nous, sur le process de recrutement, les choses qu'on va vraiment évaluer, ça va être complètement la coachabilité. Ok. On a même l'expérience, en tout cas sur la partie setting, c'est peut-être moins valable sur le closing, mais sur la partie setting, on a remarqué que des gens qui venaient pas forcément de centrale d'appel ou qui n'avaient pas été formatés, des fois étaient des meilleurs profils. Parce que ceux qui étaient formatés, ils avaient pris un peu des sales habitudes, parce que les standards sont vraiment bas, à mon sens. Et du coup, enlever des habitudes, c'était dur. Alors que prendre juste quelqu'un qui a un bon relationnel, qui est bien coachable et qui a la dalle et lui donner des bonnes méthodes, bah là, ça faisait des bonnes expériences. Donc sur la partie commerciale, je regarderais pas trop le CV non plus. À part si vous êtes sur quelque chose de très technique, hein. C'est sûr que si Mm. vous vendez un logiciel très complexe, des produits financiers, c'est moins valable. Mais là, on parle même de technico-commercial, quoi, presque d'ingénieurs commerciaux. Mm. Si vous êtes sur un organisme de formation B2C très classique, je pense que la meilleure chose à faire pour un commercial, c'est de recruter ses anciens clients. Ok. Vraiment. Ça, c'est vraiment le truc. Si vous pouvez le faire, avoir ses anciens clients commerciaux, ce qu'il y a de mieux. Ils connaissent votre service, ils ont potentiellement eu des résultats avec. Donc la conviction, le storytelling, ça s'invente pas. Il est avec un prospect, il dit ah mais moi, tu vois, j'étais dans ta situation, je suis venu dans cet appel de vente il y a 2 ans. Maintenant, je suis là, tu vois, et je suis passé par les étapes. Je te comprends, je suis la même personne que toi, j'ai potentiellement les mêmes points d'intérêt autres que ce qui t'amène dans l'information, mais sont à des similitudes. Ancien client, super bien pour recruter. Pas facile, pas toujours possible, mais si vous pouvez, ancien client, c'est vraiment pour moi le meilleur vivier. Ok, ok, trop bien. Euh, on a parlé pas mal de sujets. J'aimerais qu'on parle un petit peu des outils Mmh, que vous utilisez au quotidien. Là, on a la chance complètement. d'avoir un expert et quelqu'un qui est vraiment au pouls du marché sur tout ce qui se fait pour la partie setting et outils commerciaux dans le Mmh. secteur de la formation et de l'éducation supérieure. C'est quoi un petit peu les top outils que vous utilisez en termes d'usage? Ouais, bah, au quotidien, donc Slack pour gérer les notifications des prospects qui arrivent et avoir cette notion, tu sais, on en a parlé d'attribution de prospects qui arrivent, c'est basique, mais mine de rien, c'est hyper important. Vous pouvez utiliser Teams, peu importe ce que vous utilisez, Discord, mais vraiment, si avoir un outil de communication pour ça, c'est hyper important. C'est basique, mais c'est quand même très important. Le CRM, on utilise Go High Level, Go High Level qui en fait, ce qui a un avantage, c'est que c'est un peu comme HubSpot, mais quand même en 10 fois moins cher. Donc pour beaucoup de boîtes, honnêtement, ça peut être très adapté. Et 3 du coup, Eager, je pourrais te montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc le coach commercial en IA, Eager AI, c'est une startup française. Mhm. Franchement, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est des gars qui ont vraiment pris le bon combo de savoir-faire commercial et technologie IA.
Des fois, les gars qui mettaient des produits IA autour du commercial, tu sentais qu'ils venaient pas de ce monde-là. Ils n'avaient pas Ouais. compris, tu sais, les logiques émotionnelles qu'il y a derrière le côté humain. Et eux, ils ont vraiment compris ça. Et je trouve que, pour le coup, cet outil-là est vraiment très puissant. Parce que, Ouais, on mettra un lien. ouais, complètement. Pour mettre à lien Thibaut, si vous le rencontrez, ils sont hyper cool. Et pour le coup, c'est vraiment hyper utile parce que, bah, en fait, ton appel, il est analysé après chaque appel et comme s'il y avait un coach qui t'avait regardé et dit, bah, franchement, là, le truc que tu devrais travailler, c'est ça, le truc que tu as bien fait, c'est ça. Waouh, tu vois, en automatique, c'est quand même très puissant. Ok, ok, trop bien. Il y a d'autres outils auxquels tu penses que vous utilisez? J'essaie de réfléchir là. Bah là, ouais, Claude, hein, quand même aujourd'hui là, Claude Code, Cowork, pour juste alors c'est très général, hein, même, au monde de l'entreprise, hein, mais pour développer des solutions. Nous, on a développé, là, une application pour un portail client. En une journée, on a fait un portail client. Je pense qu'à une époque, ça prenait 3-4 mois de faire ça, quoi, avec Ok, des accès, un visuel avec toute la data qu'on leur fournit et qui permet en plus d'être à nos process métiers. C'est pas quelque chose qui est standardisé d'un logiciel, donc c'est hyper bien pour nous. Pour nos clients, pareil, ça leur donne une visu sur ce qu'on fait qui est phénoménale. Tout ce qui est cloud, cowork, open cloud, tous ces sujets-là là, qui sont ont très le vent en poupe. Franchement, les barrières techniques, elles ont sauté. Donc, je pense qu'il faut hmm, vraiment se pencher dessus. ok, trop bien. On arrive sur la fin de cet échange. Si tu devais partager un seul conseil à un dirigeant d'organisme de formation qui veut accélérer sa croissance, ce serait quoi ce conseil? Rappelez plus vite vos leads. Rappelez plus vite vos leads, vraiment. C'est un bon conseil. Voilà, là, je suis très, très opérationnel, très dans très cartésien. Désolé, hein, il y a moins d'émotionnel à spatial, mais ouais, non, rappelez vos leads. Plus vite Ok, et plus souvent. trop bien. Vraiment, Bah, t'as raison. c'est pas sexy, ça fait rêver personne, ça se dit pas sur un podcast, mais franchement, ça rapporte de l'argent. Je vois, dès que je rappelle moi mes leads et que je suis moins efficace, il y a moins de chiffre d'affaires qui rentre. Trop bien, très clair. Où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver ton entreprise? Principalement sur LinkedIn, je publie pas mal, donc Damien Smag, SMA2GHE. Le site de notre entreprise maestromedia.fr. Je pense Ok, qu'il sera de toute façon dans la ouais, description. Et un petit peu pour les contenus un peu plus techniques, donc qui vont être peut-être plus en lien avec ce qu'on a évoqué aujourd'hui, parce que LinkedIn, on va être sur du moins technique, honnêtement. C'est sur YouTube. Je suis présent sur YouTube. ok, Je dois publier une fois par semaine des replays de coaching avec mes équipes, des notions de process. C'est très technique. Donc, si ça intéresse les gens vraiment d'aller dans le détail, sur ma chaîne YouTube Damien Smag, ok, vous pouvez retrouver ça. ok, trop bien. Et sur les clients que tu accompagnes, c'est quoi aujourd'hui la taille d'organisme de formation ou d'école? C'est quoi un petit peu les Hmm, critères que les les gens critères. puissent se projeter potentiellement? Bah, forcément, c'est d'avoir du lead à traiter, hein. Pour qu'il y ait du setting, il faut qu'il y ait déjà du prospect. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore un flux assez conséquent de demandes, allez voir plutôt Thomas. C'est lui qui vous aidera, je pense, à C'est générer vrai. la demande et à vous structurer. Ça sera bien plus pertinent. Nous, on est pertinent en général quand il y a au moins 200 contacts qui sont générés dans le mois, je dirais. Ok, On considère ok, ok. qu'entre Donc, 5 et 10 par ouais, jour, entre 5 et 10 par jour, c'est déjà pertinent. Ok, trop bien. ça devient pertinent. Ça commence à devenir pertinent. Donc en général, ça veut dire on a fait des pubs sur les réseaux sociaux qui marchent bien ou sur les référencements payants qui marchent bien. C'est souvent ça. Ok, top. Bon, bah écoute, je pense que l'audience aura appris des choses intéressantes. En tout cas, moi, j'ai appris des choses intéressantes, donc c'était top. Ouais, Merci merci beaucoup pour Thomas. ton temps, Damien, et à très vite. Ouais, merci Thomas, merci pour l'accueil, c'était un plaisir. Salut. Salut.